que fait Google sur son moteur de recherche, nous, c'est pas grave. Donc ça, c'est vraiment un changement fondamental. Aussi, tous ceux qui se mettent à faire des offres de cloud computing, ils ont des catalogues de services. Il est en libre service. Ils automatisent tous les processus qui vont derrière. Ils mettent à jour une CMDB. Ils font du provisioning physique et virtuel. Ils font du provisioning applicatif en même temps qu'ils vous provisionnent la machine physique. Mais ils sont dans ce mode-là. Et dès qu'on les met dans ce mode-là, là, le modèle ne marche plus. C'est-à-dire que ici, là, si je veux piloter le déploiement de 100, 200, 500, 1000 VM, d'accord, mais 10 000, 100 000, c'est pas possible dans le premier modèle. Il faut passer à celui où l'infrastructure est toujours la même, simple. Ce provisioning physique, il faut des outils capables de le faire et de le faire très bien, parfaitement. Et que ce soit Dell, que ce soit Cisco par exemple, ont très bien compris. Ils ont fait par exemple des outils de provisioning, donc c'est AIM et UIM, c'est la mémoire à bonne, qui permettent de faire toute la partie physique. C'est-à-dire que dès que je rajoute des serveurs, j'ai une gestion de profil qui vient coller sur ma lame, mettre la partie ESX, configurer la partie réseau, faire la même chose sur la partie stockage, faire la même chose sur la partie switch, de telle manière à ce que la VM soit connectée sur la baie de stockage au bon endroit, au réseau au bon endroit. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, il le présente à Virtual Center. Et c'est terminé. Virtual Center plus les Cloud Director va pouvoir d'une manière unifiée et simple gérer ces nouvelles ressources qui arrivent. Et comment je vais faire le déploiement des applications? Je ne vais pas faire du provisioning avec des bouts de PXL, etc. Non, c'est les VA. C'est du clonage. C'est des choses qu'on sait faire depuis très longtemps. Donc on a simplifié les choses et on a unifié cette gestion. Donc cette façon de gérer l'infrastructure à la manière du cloud, c'est comme ça qu'on arrivera à faire comme les grands acteurs d'Internet, à gérer beaucoup plus de machines en étant un nombre restreint de personnes. Je reviendrai après sur la partie application pour voir comment elles sont développées pour aller sur le cloud. C'est que, premièrement, on a séparé nos acquisitions en deux blocs sur la partie applicative. On a tout ce qui permet de développer des applications. Et ça reste sous le label Spring Source. Donc que ce soit le Spring Framework, donc le framework de développement en Java, que ce soit Groovy, Grails, tout ce qui est développement autour de la communauté Apache. On est le plus gros contributeur de la communauté Apache, que vous sachiez. Sur Spring Framework, ça, je ne sais pas si vous voyez un peu la taille que ça a, mais en gros, quand on développe des applications, on les fait soit en .NET, soit en Java. Et quand on les fait en Java, a priori, toutes les nouvelles applications, sur ce nombre-là, il y en a 80% qui partent sur du Spring Framework, et les 20% qui restent vont autour de J2E. En fait, la grande différence, c'est que J2E, pour écrire Hello World, il faut gérer tout. Le single sign-on, le mapping sur la base de données, etc. etc. On veut juste écrire Hello World. Quand on prend Spring Framework, ça prend 10 lignes d'écrire Hello World. Et quand on veut le single sign-on, on prend le plugin. Et quand on a pris le plugin, là, on le gère. Si on veut un mapping sur la base de données, ben là, on prend le plugin et on le gère. Donc la manière de développer en Spring Framework est beaucoup plus incrémentale. Et on a une forte adoption des entreprises là-dessus. En plus, les développeurs n'aiment pas payer pour développer. N'aiment pas payer pour développer. Donc en fait, Spring Tool Suite, qui est l'IDE de développement, c'est l'IDE, l'interface, en fait c'est basé sur Eclipse, et en fait on a rajouté tout ce qui permet d'aller plus vite pour faire le développement Spring Framework, ou Grails, etc. Donc ça, cette partie-là, c'est vraiment la partie open source, et nous, notre idée, c'est que d'autres frameworks vont venir. On est vraiment ouvert sur les communautés style PHP, Ruby on Rails et autres. Notre ambition, c'est que si des projets vont vers cette idée du cloud computing, il faut qu'on les héberge et qu'on les aide pour aller plus vite sur cette adoption du nouveau modèle. Et maintenant, tout ce qui permet de faire tourner ces applications, on les a mis sous le même label qui est VMware vFabric. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris pour certains des produits de l'open source pour lesquels on a fabriqué des versions commerciales
avec des fonctionnalités supplémentaires. Donc, je ne vais pas m'étendre sur la partie string qui est au-dessus, parce que c'est quelque chose qui s'enrichit tous les jours. Mais si je prends la partie basse, déjà, il y a des choses qui sont importantes. C'est de comprendre qu'une application qui va sur le cloud, elle a besoin de se scaler, de cette manière de pouvoir se redimensionner en fonction de la charge. Si je prends déjà le point le plus crucial, la base de données. À chaque fois qu'on prend une bonne base de données SQL, eh bien en fait, quand on a de la charge, on va la faire grossir, on va la faire grossir, on va la faire grossir, puis après ça, à un moment donné, elle devient critique, donc on va essayer de trouver une manière de faire du cluster, etc. Mais à un moment donné, on est coincé, c'est-à-dire qu'on arrive aux limites du modèle. Donc, avec Gemfire, on est capable de mettre du cache de base de données. Donc très bien, on va améliorer les choses, mais on va juste repousser l'échéance. Parce qu'à un moment donné, ça a encore coincé à nouveau. Donc si on prend Google et son moteur de recherche, ils se sont dit, bon, il faut qu'on fasse un truc autrement. Il faut qu'on ait une grille de données, qu'on puisse la questionner, et puis en fait, on consolide le résultat quand on l'a de chacun des deux. Et donc en fait, Gemfire, ils se sont dit, mais comme on a tout en cache, pourquoi on ne se met pas à faire nous aussi une couche de persistance? Et donc ils se sont mis dans le même mode que Google. Là-dessus, on a Redis, par exemple, le Head of Development de Redis, il fait partie aussi des employés de VMware, et puis il y a plein de projets dans la communauté, que ce soit Hadoop, MongoDB, Cassandra, Bigtable chez Google, etc. Tous sont partis du principe que SQL, c'est quelque chose qui a été créé dans les années 70 et qui était nécessaire pour requêter des bases de données relationnelles. Et en fait, maintenant, ce qu'on veut, c'est requêter du contenu, mais qui est même plus relationnel. Que mes pages web entre elles, elles n'ont aucune relation. Mais par contre, j'en ai tellement, mais tellement que je veux pouvoir distribuer cette charge de recherche sur chacun des deux. Et en fait, c'est ce que fait Gemfire, c'est la partie base de données, la deuxième brique. Alors une fois qu'on a fait ça, on a une couche de persistance de données qui est capable de scaler. Donc, très bien. Le deuxième point important, c'est le nombre de composants. Dès lors qu'on développe dans le cloud, on a beaucoup d'applications qui sont créées sous forme de composants. Et l'important, c'est qu'ils communiquent entre eux. Mais la grande différence, c'est que cette communication doit devenir asynchrone. Il n'est pas question que quand je pose la question à la première application, qu'elle attende le sync de la dernière pour arriver à me répondre. Il faut que tout ça, ça communique. Et en fait, pour communiquer, donc il y a des brokers de messages qui existaient, il y a eu plein d'idées d'urbanisation, des trucs assez compliqués, les corbats, etc. Et puis a émergé quelque chose, parce que le web, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y en a toujours un qui a une idée simple, pour faire un truc qui marche juste. Et en fait, il y a AMQP, qui est en fait un regroupement, donc on a même des concurrents qui sont sur ce consortium. Et en fait, l'idée générale, c'est de faire un système de messagerie simple pour que les applications communiquent de manière asynchrone. Et donc, c'est le produit RabbitMQ qui permet de faire ça. C'est de la communication. Et il faut savoir qu'en gros, c'est, je dirais, le deuxième produit le plus utilisé. Et en fait, dès lors qu'il est devenu supporté par VMware, avec un vrai support technique de la part de VMware, en fait, on a gagné pas mal de projets sur le sujet. On a un système de trading en bourse complet en Angleterre qui est en train de se développer sur RabbitMQ. Donc ça a crédibilisé l'offre et le fait d'amener du support, ça a rassuré les gens qui développent les projets. Donc si je fais un petit peu le tour, Gemfire, j'en ai parlé, RabbitMQ aussi, et TC Server. TC Server, c'est Tomcat dans une version professionnelle. Ce qu'on voit, c'est qu'en gros, 90% des développeurs ils utilisent Tomcat. C'est un des plus faciles à installer. Il arrive quasiment par défaut avec tout ce qui est développement. Et Tomcat, ça marche. Je start, on applique dedans et ça marche. Simplement, dès lors qu'on arrive en production, eh bien, ce qu'on voit, c'est que ce sont d'autres middleware qui sont utilisés, d'IBM, de BEAC et de Oracle. Et en gros, le problème de Tomcat, c'est qu'il n'y avait pas d'administration centralisée. Il n'y avait pas d'outil de monitoring. Donc en fait, on a créé cette partie-là sur Tomcat et on a créé TC Server. Donc on apporte à la fois des fonctionnalités supplémentaires pour la partie administration, pour les environnements de production, et dans le même temps, on a même le support technique que n'avait pas Tomcat. ERS, c'est un load balancer
fait partie de l'ensemble des projets Apache et on a décidé d'assurer son support technique, tout simplement parce qu'on se doute bien que dans les VAP, on aura besoin d'un load balancer et celui-ci était intéressant. Hyperic, peut-être vous connaissez déjà Nagios. Donc Nagios part du réseau, c'est d'abord un outil réseau qui va s'intéresser au flux et remonter jusqu'aux applications. Hyperic, c'est son équivalent mais côté applicatif. C'est un outil de monitoring, de reporting qui va pouvoir aller se connecter aux applications. Et là, je ne sais même plus combien de connecteurs on a, mais c'est énorme. C'est-à-dire que ce soit de la base de données, des middleware, etc. Et le plus, c'est qu'en fait, Hyperic était déjà connecté avec un des plugins de Spring Framework. Il existe un plugin pour Hyperic dans Spring Framework, ce qui fait qu'on voit à la fois la partie applicative du middleware, mais on peut remonter jusque dans l'application pour savoir combien d'utilisateurs sont connectés à l'application et quels sont leurs noms. On peut vraiment remonter à l'intérieur de l'application grâce à Hyperic. Donc Hyperic sera vraiment une pièce maîtresse dans la partie monitoring de la partie applicative. Et là, vous voyez bien qu'on a décidé, nous, de séparer cette partie gestion d'infrastructure, monitoring d'infrastructure, de la partie applicative. Et puis Foundry, c'est une idée qui vient ici, c'est de se dire, quand je crée une application Java, je suis développeur, je fais mon application et à la fin je sors une archive où dedans il y a mon application. Et quand je veux la faire tourner, je fais tout le temps la même architecture en gros. Je mets un load balancer, des front web, un middleware, je mets plusieurs nœuds, une couche de persistance, une couche de communication asynchrone. Et donc en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un package autour de ce framework intelligent qui les fabrique, de telle manière à ce qu'on ait une VA pré-configurée, le développeur dans son application, met dans cette VA et donne les règles de scalabilité. C'est-à-dire au bout de tant de millisecondes, si ça ne répond plus, eh ben, je veux qu'il se passe quelque chose. Et ben, en fait, ça va être les frontaux web qui vont augmenter. Et si les frontaux web, j'en ai 10, bah, peut-être je vais avoir un ratio entre le nombre de frontaux web et le nombre de middleware, etc., etc., etc. Et en fait, l'idée, dans le futur, c'est d'avoir ces frameworks intelligents. Et vous vous rappelez d'AppSpeed? Eh ben, l'idée, en fait, c'est de reproduire le modèle AppSpeed autour des VAP qui se trouvent dans mes cloud directory. Donc, en fait, la brique technologique qu'on avait posée sur Vsphere, on réfléchit à la manière dont on va pouvoir la faire converger avec Vcloud Director. Et le tout en ayant cette description dans le format OVF que l'on veut valider avec la partie IMDF. Donc vraiment, voilà vers quoi on veut aller. Ce qu'on a compris chez VMware, c'est que ça n'allait pas être les équipes de production qui allaient mettre en place un cloud pour se faire plaisir. C'est simplement parce qu'il y a des nouveaux projets qui vont être développés comme je l'ai décrit. Et les développeurs qui auront fait ces projets demanderont une architecture de type infrastructure as a service et de type cloud. Et si les équipes internes ne sont pas en mesure de leur fournir ce terrain de jeu, et bien en fait ils vont prendre leur carte bleue, ils vont aller sur Amazon, ils vont prendre quelque chose chez VMforce, chez Google, donc on a préféré équiper l'Internet et en même temps équiper les infrastructures internes. Et l'idée derrière ça, c'est d'arriver à avoir quelque chose de communicant en respectant des standards ouverts, de telle manière à ce que tout ça, ça puisse évoluer. Mais ce mouvement, en fait, il est vraiment inéluctable. Alors peut-être que les gens qui développent encore aujourd'hui restent encore sur des modèles SQL, 3 tiers, etc. Et ça tend vraiment à bouger avec les nouvelles générations de développeurs. Troisième étage de la fusée, View, Synapse et Zimbra. Je vais essayer plutôt de rester dans la vision de ce qu'on veut faire. Si on regarde à nouveau la manière dont a évolué l'offre autour des postes de travail, les deux premières étapes, ça a été d'essayer de régler les problèmes de gestion de ces environnements utilisateurs, mais comme un système. C'est-à-dire qu'on a essayé de faciliter la vie de ceux qui géraient ces systèmes-là.
Et en fait, la nouvelle phase qu'on voit, c'est plutôt de se dire, mettons-nous à la place de l'utilisateur, voyons ce qu'il a l'habitude de voir dans son expérience.